Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions? Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis Ronnie Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous. Il est temps de brancher vos écouteurs. L'épisode va bientôt démarrer. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer les différentes raisons qui peuvent influencer le succès ou l'abandon d'un doctorat. Et oui, comme vous le savez, réaliser un doctorat, c'est un engagement sur plusieurs années et ça requiert de nombreux sacrifices. Donc en fait, si vous envisagez de vous lancer dans cette aventure, c'est intéressant pour vous d'être conscient des obstacles qui pourraient se présenter sur votre chemin. L'objectif de cet épisode, c'est précisément de vous aider à vous préparer au mieux pour maximiser vos chances de réussite. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons discuter de ce sujet en compagnie de nos 3 invités du jour qui vont se présenter un à un comme on en a l'habitude. Donc, commençons par exemple par Samantha. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour. Alors du coup, moi, je m'appelle Samantha Aulin. J'ai réalisé ma thèse à l'Université de Lille et donc je l'ai terminée l'année dernière. Donc c'était une thèse en psychologie et je suis maintenant attachée temporaire d'enseignement et de recherche, donc toujours à l'Université de Lille. Très bien. Maintenant, on va passer à Robin. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Robin Wallace, je suis chercheur en psychologie et actuellement postdoctorant à l'université de Stanford. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs universités aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Belgique, et j'ai principalement travaillé sur les facteurs associés à l'abandon et la réussite dans le parcours de thèse. Très bien, et maintenant on peut finir sur Kamal. Oui, donc Kamal Mimouni, donc je suis professeur à l'Université de Lille dans le domaine de l'électronique et de la microélectronique et je suis donc le directeur du collège doctoral de l'Université de Lille. Je suis aussi un produit local parce que j'ai effectué ma thèse à l'Université de Lille. Très bien. Écoute, Kamal, j'aimerais commencer justement la discussion avec toi. Donc, tu viens de nous dire que tu es le directeur du collège doctoral de l'Université de Lille. Et je ne suis pas sûr que tous les auditeurs savent ce que c'est que le collège doctoral. D'habitude, quand on veut postuler à une thèse, on entend parler des écoles doctorales, mais pas trop du collège doctoral. Est-ce que tu pourrais témoigner un peu peut-être sur ton parcours déjà et après nous dire un peu plus ce que c'est que le collège doctoral ? Oui, alors je commencerai peut-être plutôt par le collège doctoral. Le collège doctoral, c'est un peu le lieu de concertation de toutes les écoles doctorales. Donc, le collège doctoral de l'Université de Lille comprend 7 écoles doctorales qui vont être bientôt des écoles graduées, parce que dedans, on va essayer d'inclure la transition master-doctorat, donc l'articulation master-doctorat. Donc, 4 de ces écoles doctorales ou graduées sont dédiées aux sciences techniques. Ce sont des écoles donc des sciences, de l'ingénieur ou autres. Les 3 autres sont des écoles SHS, donc il y en a 3. Et nous avons une particularité, c'est que les écoles doctorales déjà sont régionales, donc travaillent avec plusieurs établissements, donc le collège doctoral bien sûr par ricochet également, et donc on a dans le regroupement des écoles aussi une école doctorale de l'UPHF, donc de Valenciennes. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien, tous les doctorants connaissent bien les écoles doctorales parce qu'elles régissent un peu toute l'inscription, les soutenances, le recrutement. Alors, le collège doctoral, on a 3 missions, si on peut les résumer. D'abord, la formation des doctorants, mais pour leur carrière. C'est-à-dire qu'après la thèse, donc on propose des formations interdisciplinaires et sur le parcours professionnel, à savoir si les doctorants veulent s'insérer dans le monde académique, autant qu'enseignants-chercheurs, ou plutôt dans le monde socio-économique. Et je vais dire, c'est plutôt là-dessus qu'on travaille un peu plus, de faire diversifier un peu les débouchés des doctorants et des docteurs et préparer leur carrière professionnelle dans le monde socio-économique. Deuxième chose qui est l'internationalisation, c'est leur permettre d'effectuer des mobilités internationales. Il y a également des prix de thèse à l'international. Et le 3e volet, c'est un volet, je veux dire, événementiel, aussi de valorisation. On essaie de notre quotidien de valoriser un peu le doctorat et ce que peut effectuer le doctorant, notamment par des rencontres avec les
personnes, enfin les sociétés ou les organismes socio-économiques pour voir un peu une formation par l'action de tout ce que peut effectuer un doctorant. Donc voilà. Alors, les ED ont une formation, font aussi des formations et des volets plutôt disciplinaires. Nous, on est plutôt sur le volet carrière professionnelle et multidisciplinaire. Et ça fait rencontrer les doctorants de différents domaines, ce qui est déjà en soi une richesse et une rencontre assez intéressante pour les doctorants. Très bien. Donc merci Kamal, c'est déjà plus clair. Et du coup, toi, par rapport à ton parcours, comment tu es arrivé jusqu'à ce stade de directeur du collège doctoral? Alors j'ai effectué un parcours un peu classique, donc des études et puis un doctorat. Alors j'ai eu la chance de travailler aussi dans le privé, aussi bien dans une société qui s'appelle Thomson Multimédia, qui existe plus maintenant, qui s'est retransformée. Donc je suis un peu à la limite entre avec une expérience dans le privé mais aussi dans le public. Donc après un poste de maître de conférence puis de professeur à l'université. Donc on a une charge des responsabilités administratives. Donc j'ai pris quelques responsabilités administratives, notamment dans les ED. Donc j'ai été directeur adjoint d'un domaine dans une école doctorale qui est Sciences pour l'ingénieur, s'est splittée en deux maintenant parce que c'est en NG6 et MADIS. Donc c'est deux écoles doctorales qui sont issues de l'ancienne école doctorale Sciences pour l'ingénieur. Et petit à petit, j'ai commencé au collège doctoral autant que d'abord un référent professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui conseille les doctorants, qui les suit un peu dans leur parcours professionnel, la préparation de leur parcours. Ensuite, donc j'ai intégré le collège en tant que directeur scientifique ce qu'on appelait le pôle ou la direction des carrières et de l'emploi. Et ensuite, j'ai effectué autant aux côtés de Joël Cuggen, qui était l'ancien directeur du collège doctoral, autant que directeur adjoint. Et puis voilà, donc j'ai depuis septembre, c'est tout récent, donc depuis septembre, été nommé directeur du collège doctoral. Ah, félicitations. Et du coup, comme j'ai annoncé en introduction, j'aimerais parler ici donc des succès et des abandons de thèse. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, comme tu es au collège doctoral, tu as une vision peut-être d'ensemble sur tout ça. Et en plus de ça, tu as vécu toi-même une thèse à une époque, donc tu sais déjà ce que c'est un peu. Donc déjà, pour toi, j'aimerais te poser une question. Donc, on va parler donc par exemple de la réussite des thèses aussi. C'est quoi réussir une thèse ? Alors, une thèse, c'est une partie. Je parle comment je peux l'apercevoir, je vais dire personnellement, parce qu'on peut l'apercevoir de différentes manières. Pour moi, une thèse, c'est un petit parcours de la vie. Hein. C'est très important parce que c'est 3 années. Moi, je l'ai vécu de manière très enrichissante, bien sûr avec les difficultés qu'on peut rencontrer, mais une thèse, c'est vraiment un moment de la vie très important, une formation à la recherche et par la recherche qui est très intéressante, qui est utile, non pas parce que dans un sujet de thèse, on va travailler sur quelque chose de très pointu, de très particulier, mais j'allais dire les soft skills qu'on va récupérer de cette thèse-là vont au-delà du sujet en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va si on entame une carrière dans quelle qu'elle soit par la suite, pas forcément dans l'académique, eh bien, on n'aura pas à travailler sur le même sujet, mais c'est tout ce qu'on a acquéri un peu autour de cette thèse, un peu tous ces échecs, hein, parce qu'il y a aussi des échecs, il y a aussi des réussites. C'est tout ça qui a fait que on évolue et puis on développe des soft skills qui sont très importantes. Donc, pour moi, la thèse, une réussite de thèse, c'est un peu tout ce qu'elle apporte. Point de vue connaissance, certes scientifique, mais aussi un peu elle forge une personnalité. Et pour moi, c'était très formateur et c'était très intéressant. Donc. Ok, très bien. Donc c'est super intéressant de voir ça parce que c'est vrai que nous, on pourrait penser que réussir sa thèse, c'est simplement arriver à la soutenance et puis soutenir et avoir son diplôme. Donc là, on voit avec ta vision des choses qu'en fait, ce serait plus que ça. Ce serait carrément avoir développer sa personnalité et aller très loin dans les compétences finalement. Pour moi, c'est essentiel. Hein. Je crois que c'est ce
ce qui m'a le plus intéressé dans la thèse, bien sûr, au-delà du diplôme et au-delà des réussites, au-delà des publications qu'on publie pour faire une bonne thèse, des congrès scientifiques auxquels on participe, mais je crois que notre personnalité se forge parce que on exerce dans le cadre du doctorat plusieurs métiers. Hein. Quand on défend un sujet dans une assemblée ou dans une conférence, on est en train de défendre des idées, donc c'est presque un métier d'avocat, si je puis dire. Voilà, on est en train de travailler sur des expérimentations, donc on est vraiment on met la main. Il y a plusieurs aspects. On est en train d'échanger avec la direction de la thèse. C'est souvent une confrontation d'opinions. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'aspects au-delà du diplôme, bien sûr, et puis du travail scientifique. Donc c'est moi ce qui est intéressant dans les doctorants ou les docteurs que j'ai encadrés, c'était un peu mesurer la marche de progression et comment je les vois à l'arrivée après un master ou un diplôme d'ingénieur et puis à la sortie de la thèse. Et c'est cette marche-là qui est des fois très, très importante. Et voilà. Et c'est de là où un directeur de thèse peut être fier un peu de ce qu'il aurait contribué, parce que c'est bien sûr le travail de doctorant le plus important. Ok, c'est très clair. Ça met en valeur toute l'aventure finalement et pas seulement le point final. Donc maintenant, ok, on parle des réussites. Maintenant, parlons un peu abandon. J'aimerais savoir déjà si tu sais si à l'université de Lille, c'est courant ou pas qu'il y ait des abandons de thèse. Alors, il y a des abandons. Alors, ça dépend des secteurs aussi. Donc, dans les secteurs scientifiques, c'est par exemple, si je prends l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur, les abandons, c'est autour de 3 à 4%. Si je prends peut-être le domaine des SHS, ça peut être différent et ça peut être aussi différent selon le financement parce qu'il y a des doctorants qui sont financés contractuels, si je puis dire, et des doctorants qui font un peu la thèse par besoin de connaissances et ne sont malheureusement pas, parce que moi, j'aurais bien aimé ou souhaité, et nous souhaitons tous, dans toutes les écoles doctorales et au collège également, que tous les doctorants soient financés pour effectuer la thèse. Et donc, du coup, il y a des personnes qui ont un travail par ailleurs qui n'a rien à voir à la thèse, et donc le taux d'abandon est forcément un peu plus important dans cette catégorie-là que dans la catégorie des gens qui sont contractuels. Alors, en sciences et techniques, on ne peut pas faire de doctorat, on n'a pas le droit de faire un doctorat si on n'est pas financé. Donc ça, c'est une obligation de financer la thèse. Alors, ces abandons peuvent avoir bien sûr des causes de problématiques, d'encadrement, de démotivation, de relationnel, mais ça peut aussi être des opportunités professionnelles. Il y a des doctorants ou des doctorants, qui abandonnent leur thèse parce qu'il y a une opportunité professionnelle autre, qui saisissent et qu'ils partent avant, malheureusement, de finir leur thèse. Mais il y a aussi des problématiques relationnelles, de démotivation, de résultats. Voilà. Mais du coup, concrètement, si quelqu'un veut abandonner sa thèse, à quel point c'est facile déjà ? Parce qu'on peut penser qu'en fait, on s'engage sur plusieurs années et que c'est super compliqué en fait d'abandonner sa thèse. Alors, l'abandon, j'allais dire, il faut. Le doctorant, il doit être accompagné, et l'arrêté ministériel récent renforce un petit peu cet aspect-là d'échange. Il faudrait pas que le doctorant reste isolé dans un laboratoire. Enfin, moi, j'ai fait ma thèse il y a très très longtemps, donc on va pas citer dans un âge très ancien, mais où il n'y avait pas justement cet accompagnement. Donc nous, on n'avait pas la chance d'avoir autant de formations qui sont disponibles au collège doctoral, dans les écoles doctorales maintenant. Il n'y avait pas ce qu'on appelle le CSI, le comité de suivi individuel, qui est un moment d'échange du doctorant, de sa direction, avec un comité qui est extérieur. On invite, l'obligation du CSI fait qu'on doit mettre des personnes qui sont complètement à l'extérieur de l'équipe d'encadrement, et le doctorant doit être consulté. Donc ça, c'est l'arrêté qui le précise, doit être consulté dans la composition de ce jury de CSI. Et dans ce CSI, donc il y a un échange entre le doctorant et le jury du CSI, en aparté d'ailleurs, sans la présence de l'encadrant ou de l'équipe encadrante. Et il y a aussi un échange avec l'équipe encadrante sans la présence du doctorant. Donc cet échange-là, il est fait effectivement pour évaluer à l'issue de la première année. Il est obligatoire pour que le doctorant s'inscrive en deuxième année. Il est obligatoire pour reconnaître le niveau de progression dans la thèse, la progression scientifique, mais il est aussi là pour
déceler pour essayer de voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problématique, s'il n'y a pas de conflit, si je puis dire, entre le doctorant et son équipe d'encadrement. Et donc, si quelqu'un veut abandonner, il faut qu'il attende ce CSI ou qu'il fasse un point. Alors, le CSI se déroule tous les ans. Et c'est en première année. Après, je veux dire, il y a le doctorant, il peut abandonner à n'importe quel moment. Hein. Ce serait vraiment dommage, mais en général, il peut rompre un contrat comme tout contrat, que ce soit contractuel ou ce soit sans financement, il peut le rompre, j'allais dire, à sa bonne volonté. Hein. Donc, Ouais, d'accord. il y a aucun moyen qui oblige un doctorant à ne pas le faire. Et bien sûr, donc vous, au collège doctoral, vous essayez au maximum d'éviter ces abandons, ce qui est normal. Mais du coup, concrètement, donc tu as déjà parlé du financement un peu, mais donc c'est quoi les facteurs que tu verrais qui expliqueraient un peu cette baisse de motivation des doctorants et quel genre d'action vous mettez en place pour un peu contrebalancer tout ça? Alors, on travaille pas au collège doctoral pour résoudre les abandons, malheureusement. On devrait d'ailleurs, c'est un sujet très, très important, mais tout ce qui est mis en place dans ce qu'on appelle les formations, les rencontres des doctorants de différentes disciplines dans des sessions de formation, donc ça, c'est quelque chose où il peut échanger pour que déceler par exemple une pratique entre lui et l'équipe encadrante qui serait pas du tout commune à toutes les ED. Donc voilà, ça peut l'alarmer, ça peut l'alerter aussi. Il a aussi à sa disposition tous les directeurs de domaine, d'accord, qui sont très proches et qui sont des personnes qui forment l'école doctorale. Dans le CSI, on leur dit c'est un moment de CSI qui dure 1 heure, on échange, mais c'est aussi le moment de donner nos coordonnées, de donner les personnes donc vers lesquelles le doctorant peut revenir, peut poser des questions, voilà, peut se plaindre s'il y a des choses, voilà, qui en aparté du CSI. Oui. Voilà. Donc le doctorant n'est pas tout seul, il y a comme des contacts. Moi, la chose sur laquelle je veux vraiment bien insister, c'est que le doctorant ne doit pas être isolé dans une équipe. Voilà. Donc, et le collège doctoral, toutes les formations qu'il fait, ça s'adresse à tous les doctorants de toutes les écoles doctorales. Donc, c'est le moyen ou l'occasion pour le doctorant de rencontrer d'autres doctorants, même extérieurs à sa discipline, d'échanger avec eux et d'essayer de voir un peu les bonnes pratiques, parce que ce qui peut se passer dans une équipe vraiment isolée, bien sûr, on parle de cas vraiment exceptionnels. Hein. La majorité des thèses se déroulent dans de très bonnes conditions, mais si jamais il y a des choses, il y a des malfonctionnements, eh bien c'est l'occasion de le signaler et puis de sortir un peu de son isolement, si je puis dire, et puis de l'aider. Il y a des médiations, nous avons effectué des médiations, notamment dans le cadre des écoles doctorales, où voilà, on a proposé des solutions à l'équipe encadrante, et aussi bien aux doctorants. Parce que effectivement, donc, on peut avoir des raisons on travaille beaucoup sur des appels à projets, donc il y a une certaine tension, il y a des deadlines, et des fois, par contre, l'équipe encadrante, dans certains cas, un peu relaie un peu ces tensions et cette urgence aux doctorants. Or, on est là pour le former aussi. Donc voilà, ce n'est pas c'est pas un employé, hein, même s'il est financier, c'est quelqu'un qu'on doit former aussi et on doit accompagner pendant la thèse. Ok, super, très bien, merci pour toutes tes précisions, Kamal. Je pense que maintenant, il est temps de se tourner vers Robin. Alors du coup, Robin, toi aussi, tu as été doctorant, et durant ta thèse, tu as précisément étudié les facteurs de réussite et d'échec de thèse en Belgique. Donc ça fait un peu Inception, ce sujet quand même. Et donc déjà, avant même de te parler de tes observations, est-ce que tu pourrais préciser, toi, comment tu as évalué la réussite d'une thèse dans tes travaux? Donc, je pense qu'effectivement, l'évaluation de la réussite dans une thèse, elle est individuelle et propre à chaque doctorant ou doctorante. À titre personnel, pour moi, la réussite se caractérisait par la défense privée et puis la défense publique, car en Belgique, on commence d'abord par une défense privée en petit comité et puis après, on défend publiquement devant sa famille, ses proches, ainsi que le jury. Donc pour moi, c'était vraiment ce moment-là où j'ai pu défendre publiquement qui a caractérisé la réussite de ma thèse de doctorat. Et du coup, concrètement,
Qu'est-ce que tu as pu observer dans tes travaux? Est-ce que les facteurs qu'a déjà mentionné Kamal, tu les as vus? Est-ce que tu as vu d'autres facteurs? Alors effectivement, donc ce qui se passe, c'est que j'ai effectué plusieurs postdocs et comme je l'ai dit au début du podcast, l'un des postdocs consistait à se focaliser sur les facteurs associés à l'abandon et à la réussite au doctorat. Et plusieurs des facteurs que Kamal a cités, notamment le financement, le domaine d'études, eh bien nous avons effectivement observé leur impact sur le parcours de thèse. Alors pour résumer, nous dans notre recherche, on a mis en évidence deux grandes catégories de facteurs. On a des facteurs sociodémographiques, comme l'âge, le genre, le type de financement, le domaine de recherche, et des facteurs plus psychologiques, comme le soutien du promoteur, le soutien du comité d'accompagnement, la santé mentale, le sens lié au projet, etc. Donc, je vous propose peut-être ici de commencer par les facteurs sociodémographiques. Je peux en citer quelques-uns sur la base d'environ 1 millier de doctorants et de doctorantes que nous avons interrogés dans les universités belges francophones, à savoir l'Université catholique de Louvain et l'Université libre de Bruxelles. Et premièrement, on peut parler du genre. On a observé que les hommes avaient des scores de réussite légèrement supérieurs aux femmes. Et bon, cette différence n'était pas significative, mais elle était, d'un point de vue purement descriptif, en faveur des hommes. Les femmes avaient en moyenne 56% de réussite comparé aux hommes qui avaient 61% de chances de terminer leur thèse. Alors, quand on regarde un petit peu ces scores-là dans la littérature, on retrouve souvent une petite différence, significative ou pas, mais toujours en faveur des hommes. Dans la même logique, quand on s'intéresse par exemple à l'âge, on constate que les individus qui commencent leur thèse avant 26 ans ont des scores très élevés de succès. Aux alentours de 70% de ces individus vont arriver à défendre leur thèse. À l'inverse, des personnes qui commencent leur thèse à 40 ans, on constate que dans ce cluster-là, dans ce groupe-là, seulement 35% d'entre eux arrivent jusqu'au bout du parcours de thèse. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que si on commence sa thèse après 40 ans, on va forcément échouer. Cela veut simplement dire que quand on commence sa thèse plus tard dans un processus de vie, on peut être amené à avoir moins de temps, moins d'énergie, être plus vite fatigué, moins résilient, moins flexible, ce qui peut entraîner des scores d'abandon plus élevés. Alors on voit aussi dans ces facteurs sociodémographiques, et notamment celui que Kamal a cité, c'est des différences importantes en termes du domaine de recherche. Bon, dans les sciences et technologies, on a des scores très très élevés de succès, ce qui est en général lié au financement, par rapport aux sciences sociales et sciences humaines qui comportent les taux d'abandon les plus élevés. Et ce qui m'amène à ce facteur vraiment important qui est le facteur du financement. On voit par exemple en Belgique que quand les doctorants et les doctorantes décrochent le financement principal, qu'on appelle par exemple le FNRS, que est le Fonds national de la recherche scientifique en Belgique, plus de 80% des individus finissent leur thèse avec ce financement qui couvre la période globale de 4 ans, car la thèse dure 4 ans en Belgique, alors qu'un individu qui n'a pas de financement ou un financement propre, il aura un pourcentage de réussite d'environ 40 à 35%. Donc le financement joue vraiment un rôle majeur dans le parcours du doctorant. Donc voilà un petit aperçu très très proche et très très court pour les facteurs sociodémographiques. Maintenant, il existe aussi des facteurs psychologiques. J'ai mentionné le rôle du superviseur, le rôle du comité d'accompagnement, le sens de faire sa thèse et surtout la santé mentale. Et donc, on voit en fait que... donc ça, c'est une étude qu'on a menée en 2003 sur à nouveau 410 hommes et 514 femmes. Et on leur a simplement demandé, tiens, quand vous travaillez sur votre doctorat, comment vous vous sentez? Et on avait toute une série d'émotions positives et négatives. Par exemple, on avait le stress, l'anxiété, la dépression, la tristesse. Et on avait également des émotions positives, le fait d'être satisfait, d'être heureux, d'être content quand on travaille sur sa thèse. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que 62% des femmes rapportaient des scores d'anxiété et de stress de manière fréquente en travaillant sur leur thèse. Les hommes, quant à eux, rapportaient 48% de stress et d'anxiété de manière fréquente quand ils travaillaient sur leur thèse. Dans la même veine, on voyait que 21% des femmes se sentaient parfois tristes, déprimées, découragées, démoralisées, contre 15 à 18% pour les hommes. Quand on se tourne vers les émotions positives,
on constate que 40% des femmes se sentent satisfaites, contentes, heureuses quand elles travaillent sur leur doctorat, contre 50% pour les hommes. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que ces indicateurs de santé mentale, ces émotions, elles sont premièrement plus négatives chez les femmes que chez les hommes, mais indépendamment de ces différences de genre, elles sont relativement alarmantes, ce qui témoigne d'un environnement stressant dans le parcours de thèse qui impacte négativement la santé mentale des doctorants et des doctorantes. Ok, alors c'est intéressant tout ce que tu veux dire. J'aimerais juste rappeler aux auditeurs que toutes les statistiques que Robin donne sont descriptives. Corrélation n'est pas causalité. Donc on va pas dire ici que c'est impossible de faire un doctorat, ou alors c'est une mauvaise idée de faire un doctorat si vous avez 45 ans et que vous êtes une femme, quoi. Là, c'est juste c'est pure observation. Alors du coup, tu as observé par exemple pour le genre que le genre n'est pas un facteur statistiquement significatif pour expliquer le succès d'une thèse, mais en fait, ce qui change beaucoup, c'est surtout le ressenti. Mais est-ce que tu as eu des précisions sur pourquoi ce ressenti est tellement plus, on va dire, plus tourné négativement chez les femmes que chez les hommes? Alors effectivement, tu fais bien de le rappeler, corrélation n'est pas causalité, et donc ici ce sont des statistiques descriptives, et c'est pas parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, certains individus ne rentrent pas dans les catégories ou par exemple commencent leur thèse sans financement, ce qui était mon cas lors de ma première année de thèse. On peut très bien réussir sa thèse sans financement au départ, ou etc. Donc ça c'est vraiment important de le mentionner. Maintenant, par rapport à ta question sur le genre, on voit effectivement que les femmes ont des scores légèrement plus faibles de réussite, et dans la même veine, elles ont des scores plus élevés d'émotions négatives et des scores plus faibles d'émotions positives. Alors, un des facteurs qui nous a permis de faire vraiment ce lien, d'essayer de comprendre, mais tiens, pourquoi on peut ressentir autant d'émotions négatives? Et donc, on s'est intéressé vraiment au rôle de l'environnement social, et plus particulièrement du rôle du superviseur dans cette relation. Et qu'est-ce qu'on a mis en évidence? C'est que le superviseur, il peut endosser, on va dire, 3 rôles principaux. On va les définir comme la structure, l'affiliation et l'autonomie. Et donc, c'est vraiment 3 dimensions fondamentales qui, dès lors qu'elles sont bafouées, peuvent générer des conséquences négatives. Je m'explique. La structure, l'autonomie, l'affiliation. La première dimension, c'est l'affiliation. C'est l'idée selon laquelle le superviseur va nous respecter, nous valoriser. Il va nous témoigner de l'estime. Il va nous intégrer dans son équipe. La dimension opposée de l'affiliation, c'est le déni. C'est quand il va nous manquer de respect, quand il va ignorer nos emails, quand il va ne pas nous intégrer dans l'équipe. Et donc ça, c'est une première dimension qui peut avoir un effet important sur la santé mentale. La deuxième dimension, c'est la structure. Est-ce que le superviseur va donner un feedback constructif, clair? Est-ce qu'il va avoir tendance à nous réorienter quand on part dans une direction qui n'est pas spécialement la bonne? L'inverse de cette structure, c'est le chaos. Il y a certains superviseurs qui sont chaotiques, qui changent constamment d'idées, qui nous renvoient d'un projet à l'autre. Et donc, ce côté chaotique peut aussi détériorer la santé mentale des hommes et des femmes. Et la troisième dimension, c'est cette dimension d'autonomie. Et donc, cette autonomie, elle se définit comme la croyance que, ou en tout cas, la liberté que notre superviseur ou notre superviseuse nous offre dans notre parcours de thèse. Plus le superviseur a un score élevé d'autonomie, plus il va avoir tendance à nous laisser de la liberté à travailler sur nos thématiques d'intérêt et à garder une certaine forme d'indépendance par rapport à nos centres d'intérêt. À l'inverse, un superviseur qui aurait un faible niveau d'autonomie serait fort dans le contrôle. D'accord? Et donc, dans le contrôle, il aurait envie de décider à notre place sur quelle thématique travailler, et nous ne serions qu'une extension de ses projets de recherche et de ses idées particulières. Et donc, nous, dans notre recherche, on a vu que un promoteur qui avait un faible niveau d'autonomie, un faible niveau de structure et un faible niveau d'affiliation avait tendance à impacter directement le bien-être, les émotions positives et les émotions négatives des doctorants et des doctorantes. Et dans un deuxième temps, on voyait qu'un doctorant ou une doctorante qui avait des faibles, qui avait en tout cas une santé mentale fragile ou impactée, eh bien, cela diminuait son intention de persévérer et de poursuivre sa thèse jusqu'au bout. Alors ici, tu me posais la question par rapport au genre. Eh bien, nous n'avons pas trouvé de différence entre les hommes et les femmes
sous-entendu que le rôle du superviseur et de la superviseuse impacterait la santé mentale de manière indépendante. Donc, pour répondre vraiment à cette question, tiens, pourquoi les femmes ont des scores plus élevés ou rapportent des scores plus élevés de stress et d'anxiété? Ça, malheureusement, on n'a pas encore pu mettre en évidence des facteurs qui expliquent cet effet de genre. Ok, je vois. Donc là, c'est super intéressant ce que tu nous as dit sur le superviseur. En plus, ça rejoint un peu tout ce qu'on avait dit dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 6, où on parlait justement des superviseurs. Donc là, on voit encore l'idée qu'il faut vraiment réussir à enquêter un peu sur son équipe encadrante avant de se lancer, parce que sinon on risque d'avoir des surprises. Donc c'est pas mal, tous les critères que tu viens de donner, c'est assez détaillé. Je suis pas sûr que tout le monde avait ça en tête. Après, c'est pas forcément facile à mesurer aussi comme ça avant de se lancer dans la thèse, quoi. À quel point le directeur va nous intégrer, à quel point le directeur va nous laisser une certaine autonomie. Bon, c'est quelque chose qu'on remarque peut-être plutôt quelques mois après avoir commencé la thèse. Exactement. Donc, en fait, c'est ça. On s'aperçoit souvent pendant le parcours de thèse que l'une de ces dimensions, autonomie, structure, affiliation, sont bafouées. C'est pour ça que maintenant, dans les universités francophones belges, on fait des formations pour entraîner les superviseurs à travailler sur ces dimensions-là et surtout à les discuter avant de se lancer dans un parcours de thèse pour que le superviseur et le doctorant puissent trouver un ajustement. Parce qu'il est important de mentionner que, par exemple, pour l'autonomie, certains doctorants, ils ont besoin de plus de contrôle, d'accord? Alors que d'autres doctorants ont besoin de davantage de liberté. Et donc, il est fondamental qu'il y ait une forme de communication entre le superviseur et le doctorant avant le parcours de thèse pour être bien aligné sur ces dimensions. Concrètement, c'est, voilà, peut-être qu'il y a un doctorant qui a besoin d'avoir 2 appels ou 2 réunions par semaine pour pouvoir vraiment dessiner le projet, alors que quelqu'un d'autre aurait besoin de beaucoup plus de liberté et préférait revenir lui-même vers son superviseur. Oui, en fait, il faut surtout que les personnalités soient, on va dire, matchent un peu, quoi. Ok. Exactement. Il y a autre chose que je voudrais parler avec toi, c'est le fait que, tu vois, en fait, souvent, quand on vient me voir pour me poser des questions par rapport au doctorat, il y en a une qui revient souvent, c'est, ça concerne la motivation tout au long des 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande souvent si c'est vraiment possible ou facile de rester motivé sur un même projet de recherche pendant 3 ans. Parce que bon, quelque part, on peut se dire que sur 3 ans, même parfois plus que 3 ans, on peut en avoir marre du sujet. Est-ce que ce facteur-là, tu l'as identifié ou tu l'as pas du tout traité? Alors, je l'ai expérimenté personnellement dans le cadre de ma thèse. On l'a un petit peu étudié avec les motivations intrinsèques et extrinsèques. Mais pour répondre à ta question, je pense que ce qui est fondamental avant et pendant le parcours de thèse, c'est d'identifier les causes. Et vraiment se poser cette question simple, c'est pourquoi je fais une thèse de doctorat? À quel besoin individuel cela répond? Et une fois qu'on a identifié ce besoin-là, on peut se questionner pendant le parcours pour savoir si ce besoin est toujours satisfait ou si on s'en écarte. D'accord? Et ce besoin, ça peut être, ben voilà, pour moi, c'est important de faire avancer la science. Pour moi, c'est important de me lancer ce défi. Pour moi, c'est important d'en apprendre davantage. Pour moi, je veux devenir professeur en psychologie. Voilà, il y a des explications, autant d'explications que d'individus. Mais donc, je pense que pour vraiment identifier cette motivation, il est nécessaire de se poser cette question des causes et de pourquoi on se lance dans la thèse. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on en parlera même dans un prochain épisode de ça. Et du coup, concrètement, maintenant, compte tenu de tous tes résultats, est-ce que tu as des conseils à donner avant de s'engager en thèse? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ça, en fait? Quels sont les points à vérifier en amont pour éviter d'abandonner en cours de route? Alors, premièrement, j'aimerais quand même le souligner, c'est que dans les universités belges francophones, dans les universités aux États-Unis, au Royaume-Uni, on observe environ 40% d'abandon en thèse, entre 30 et 40%. Et c'est un chiffre qui est relativement consistant. Ça varie effectivement d'une discipline à l'autre, etc. Mais ce qui est fantastique, enfin, ce qui est plutôt choquant et paradoxal, c'est qu'en fait, les étudiants qui se lancent en thèse, ce sont en général des personnalités qui sont brillantes, qui ont des scores académiques très élevés, et malgré leur statut élevé, leur motivation, leur détermination, il y a presque 50% d'abandon. Alors, quel conseil avant de se lancer dans une thèse? Pour moi, premièrement, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est se demander, ben tiens,
pourquoi je veux me lancer dans une thèse. Ça, c'est le premier conseil. Pourquoi? Le deuxième conseil, c'est de trouver un promoteur avec qui ça match et avec qui le style de supervision peut matcher le style de travail. Et c'est vraiment cet ajustement sur ces dimensions d'autonomie, d'affiliation et de structure qui vont vraiment qualifier le parcours de thèse. Troisième suggestion, j'encourage les doctorants et les doctorantes ou les individus qui pensent à se lancer à rentrer en contact avec des gens qui sont dans le parcours ou qui ont terminé leur parcours pour avoir des feedbacks. Et troisièmement, ou quatrièmement, je pense que c'est extrêmement important de solliciter les aides comme les formations doctorales. Il y a des personnes ressources qui permettent de répondre aux questions. Il y a des formations qui sont possibles et il faut surtout pas s'isoler et se renfermer dès qu'il y a des problèmes. Il faut vraiment en discuter. La communication est fondamentale. Il faut en discuter à la fois aux promoteurs, aux comités d'accompagnement, aux écoles doctorales et à toute personne qui pourrait éventuellement apporter du soutien. Donc la communication, elle est vraiment nécessaire et fondamentale dans le processus. Ok, bon là on rejoint un peu ce que tu nous disais, Kamal. Écoute, merci Romain pour toutes tes informations. Maintenant, j'aimerais m'adresser à Samantha qui nous écoute depuis le début. Alors Samantha, est-ce que déjà tu es surpris par les observations de Kamal et de Romain? Alors du coup pour les facteurs, donc non, je suis pas surprise. Donc moi en effet, j'ai fait un doctorat en psychologie, donc en SHS. Et c'est vrai que dans notre domaine, on a beaucoup de doctorants qui sont pas financés et du coup, c'est pas les mêmes implications, moins de temps. On n'en a pas parlé, mais je pense que ça va dans le même sens que le financement, mais c'est le fait d'être présent au laboratoire, d'avoir un bureau, de pouvoir discuter avec ses collègues, parce que la thèse, en fait, je trouve que c'est difficile de manière générale. Hein, c'est pas un exercice qui est facile. Et le fait de pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même chose que nous, vraiment, ça aide. Moi, je sais que quand j'ai débuté ma thèse, il y a des choses pour lesquelles on est surpris. Par exemple, on envoie un document, on va recevoir plein de corrections à faire sans avoir un message global sur le travail. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais en thèse? Je suis vraiment nulle, je sais pas écrire, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le cas pour tout le monde. Et enfin voilà, des petites difficultés comme ça où je trouve que ça aide vraiment aussi pour tout le côté administratif parce que on le sait pas toujours, mais finalement la thèse c'est aussi une grande part d'administration et parfois on sait pas trop comment remplir les papiers, on va facilement perdre une demi-journée pour chercher, pour trouver l'information, alors que si on est au bureau on va demander à quelqu'un qui a déjà fait cette procédure-là et puis en 5 minutes ce sera réglé. Donc voilà, et donc forcément les personnes qui ont pas de financement, elles ont bien souvent un travail à côté et donc elles viennent jamais au laboratoire, elles rencontrent pas les autres doctorants et je trouve que ce soutien-là aussi, il est vraiment très important dans les facteurs de réussite jusqu'à la soutenance de thèse. Oui, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une personne qui resterait chez soi ou en tout cas qui resterait dans un endroit avec aucune présence de ses pairs, on va dire, ce serait quand même un peu plus compliqué de réussir sa thèse. C'est vrai que là, dans un contexte comme ça, c'est vraiment l'histoire du doctorant isolé dont on parlait au début, quoi. Il faut vraiment éviter d'être isolé comme ça. Donc ça, c'est super intéressant. Merci pour cet ajout. Et donc, toi, concrètement, quand tu as fait ta thèse, est-ce que déjà tu avais des financements? Oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un financement, donc j'étais doctorante contractuelle, donc voilà, c'était mon travail, donc j'allais au bureau tous les jours pour effectuer la thèse. Et je trouve que le financement, donc au-delà d'être un confort, c'est aussi une source de motivation quelque part parce que moi je me suis engagée, j'ai signé un contrat pour faire mes 3 années de thèse et donc ça a aussi aidé à arriver jusqu'à la fin, en tout cas pour ma part. Très bien. Ok, et toi tu avais commencé à quel âge ta thèse, tu sais? Oui, alors j'ai commencé directement après le master, donc j'avais 23 ans. Ok. Voilà. Ok, donc pour l'instant, on est dans les stats de Romain. Est-ce que tu avais des bonnes relations avec tes encadrants? Alors globalement, ça s'est bien passé. Après, c'est sûr que dans 3 ans de thèse, il y a forcément par moment des discordances. Hein, c'est des relations qui vont durer
sur 3 ans du coup. Et aussi, en fait, moi, j'ai travaillé pas mal avec l'hôpital, donc c'était pas que mes encadrants, mais c'était aussi une équipe à côté qui avait pas toujours les connaissances d'une thèse en psychologie. Et donc là, ça a pu amener quelques difficultés de communication, mais voilà, qui ont globalement été correctes. Ok. Et donc, toi, concrètement, pendant ta thèse, est-ce que tu as déjà eu à l'esprit d'abandonner? Alors, c'est déjà arrivé. C'était pas vraiment concret, mais parfois il y a des moments où voilà, on a une baisse de motivation et où justement je me posais la question, mais pourquoi je fais une thèse, pourquoi je m'endure ça? Et donc j'y ai déjà, enfin voilà, j'avais des pensées comme ça, mais sans jamais rentrer dans un processus où vraiment je me suis dit j'arrête, voilà. Oui, parce que parfois je pense qu'on peut tous y songer plus ou moins, et finalement on se rend compte, c'est surtout le pourquoi, si on a un pourquoi qui est fort, qui nous donne envie de rester, quoi. Tout à fait. Donc voilà, c'est, je pense, des pensées que tout doctorant peut avoir, mais sans jamais entrer dans la procédure où vraiment, je vais arrêter, ou je me suis jamais dit, je vais vraiment arrêter. Ok. Et tout au long du doctorat, ta motivation, elle a forcément aussi évolué, j'imagine. Est-ce que ça a duré 3 ans, toi aussi, c'est ça? Oui, 3 ans. Et pendant ces 3 ans, du coup, t'étais tout le temps à fond? Non, c'est pas possible. Non. Du coup, la motivation, elle varie beaucoup, je pense, en fonction des périodes de la thèse et des tâches aussi qu'on a à réaliser. Quand on arrive en première année, on est super motivé, c'est la nouveauté, on découvre son sujet, etc. Après, vite, on a fait le tour de la littérature et voilà, on a un petit peu... en fait, je pense que c'est quand vraiment les tâches, elles se répètent sur le long terme, où là, on a une baisse de motivation. Puis après, on commence un protocole, on commence à rencontrer des participants. Donc voilà, ça relance un petit peu cette motivation-là. Après, moi, ce qui a été le plus dur durant ma thèse, c'est que, donc en fait, j'ai travaillé avec des patients, donc c'était des personnes traumatisées crâniennes, et donc je devais avoir accès à leur dossier médical, donc à des données médicales, et donc pour ça, on doit avoir des autorisations éthiques. Et donc ça, pour moi, ça a été très difficile de l'obtenir, justement. Donc c'est pour ça que je parle aussi de l'administration en thèse, parce que je me rendais pas compte que finalement, je pense que c'était la moitié de mon doctorat. Et donc à chaque fois, avoir des refus éthiques pour pouvoir réaliser la recherche. Enfin voilà, c'était des gros coups de massue et ça a été difficile surtout de se remotiver à chaque fois devoir refaire un dossier. Donc en plus il y a eu le Covid, donc on n'avait pas accès à l'hôpital, etc. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que j'ai eu surtout des baisses de motivation à ce moment-là. Mais voilà, à chaque fois le fait de lancer une nouvelle étude, de commencer une nouvelle tâche, etc. Ça m'a beaucoup aidé à me remotiver. Ok. Alors ça me fait penser, je pense à une autre étude de Robin sur la motivation des doctorants pendant le Covid. Je crois que tu as fait ça aussi, Robin? Ou indirectement, oui, on avait un petit peu travaillé là-dessus, ouais. Ok, donc tu avais bien observé que le Covid, ça avait quand même un impact significatif, j'imagine, sur la santé mentale des doctorants. Plutôt sur la santé mentale des personnes en général et les motiver dans d'autres activités, mais c'était quand même une étude fort différente, quoi. Ok, ça marche. Et donc du coup, Samantha, maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Donc, est-ce que tu considères que tu as réussi ta thèse, et du coup, c'est quoi pour toi réussir ta thèse? Alors du coup, donc moi je rejoins un peu plus Robin, hein. Pour moi, réussir la thèse, je dirais, c'est déjà de la terminer. Et je pense personnellement, surtout, c'est d'être fier de son travail, parce que c'est vrai que quand on démarre une thèse, on a toujours un super gros dossier bien ficelé, et finalement, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu anticiper. Et il faut aussi accepter que la thèse qu'on va rendre à la fin, c'est pas celle qu'on aurait voulu donner dans un premier temps. Mais voilà, le fait d'avoir fait quand même tout ce travail, évidemment, il y a des choses qui changent et il faut surtout accepter ça, hein, que finalement, on va pas rendre la thèse parfaite. Il reste toujours des coquilles sur autant de pages rédigées. On a beau le relire 50 fois. Voilà, il restera toujours des petites choses, mais il faut réussir à être content, profiter de sa soutenance. Alors moi, j'y croyais pas quand on me le disait aussi. Du coup, c'était il y a pas très longtemps. J'ai soutenu en décembre et finalement, à la fin de la journée, je me suis dit, ah ouais, c'est déjà fini, et j'étais déjà un peu nostalgique de cette journée. Donc voilà, en ça, j'estime que j'ai terminé ma thèse, enfin que j'ai réussi ma thèse. Très bien, merci. Alors,
On va peut-être conclure, mais déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ce qu'a dit tous les autres? Oui, donc dans le discours de Robin, effectivement, il y avait des points clés et le superviseur, le directeur de thèse est un élément essentiel, hein, certainement. Alors, c'est juste pour préciser que Collège doctoral, on a une formation qui est dédiée aux encadrants, aux futurs encadrants. Donc, on les reçoit. C'est une formation de 3 jours, donc 2 jours en présentiel et puis un retour d'expérience qui se fait un peu plus tardivement pour essayer de regarder si les clés qui ont été données. Effectivement, les profils des doctorants, des directeurs de thèse n'est jamais le même et on peut très bien avoir des doctorants qui ne sont absolument pas du tout les mêmes avec pas du tout les mêmes motivations, exigences ou autres. Et il a évoqué également le stress. Une disposition qui est très récente, on est en train de monter avec la MGEN, qui est une formation autour justement de la gestion du stress et qui peut être effectivement, selon les périodes, comme disait ça, très très variable selon les époques de la thèse. Hein. Je sais que vers la fin de la thèse où il faut rendre le rapport à des délais sur des délais très très précis, là ça peut être générateur de stress de manière vraiment excessive. J'ai juste une petite question. Ouais, c'est très très intéressant tout ce qui a été dit. Je me demandais par rapport à ces formations des superviseurs, parce que chez nous en Belgique, on effectue aussi ces fameuses formations. Sauf que le problème, c'est qu'elles ne sont pas obligatoires et donc j'ai envie de dire que ce sont déjà des superviseurs qui ont des scores élevés de structures d'autonomie et d'affiliation qui s'inscrivent volontairement dans ces fameuses formations et on a l'impression que ceux qui en ont peut-être un peu plus besoin ne vont jamais faire le pas. Donc je me demandais, tiens, est-ce qu'en France, ces formations sont obligatoires ou elles sont aussi facultatives? Alors, elles ne sont pas encore obligatoires. Ce qu'on aimerait que ça soit mis en place, c'est que ces formations doivent conditionner l'obtention du diplôme d'HDR, l'habilitation à diriger de la recherche, parce que un enseignant-chercheur peut encadrer des thèses si jamais il a ce diplôme d'HDR. Donc, on aimerait bien, enfin, on incite à ce que ça soit pratiquement inscrit qu'un futur HDR doit passer ces formations-là. Et effectivement, il y a des personnes, on va dire, qui encadrent depuis très longtemps, qui se disent, bah là, non, vous n'avez rien à m'apprendre, je sais faire. Bon, ceci dit, voilà, donc quand les écoles doctorales, je vais dire, décèlent des problématiques chez un encadrant, voilà, donc ils regardent à deux, trois reprises avant de lui confier des thésards aussi. Donc il y a aussi mais effectivement, donc elles sont pas encore obligatoires, mais on aimerait que ça le devienne, notamment pour les futurs HDR. Donc du coup, le collège doctoral, finalement, c'est pas que pour les doctorants, hein, c'est aussi pour les superviseurs. Oui, l'écosystème du doctorant, effectivement, est très complexe. Il y a l'administration, on a parlé un peu de démarche de scolarité, il y a les écoles doctorales, il y a l'équipe de recherche, il y a le laboratoire, on n'en a pas parlé, un laboratoire dans lequel on effectue ces recherches. Voilà, il y a beaucoup de personnes un peu autour et beaucoup de strates, si je puis dire, autour du doctorant. Et si on veut vraiment, voilà, donc réussir ce parcours de recherche, on peut le voir dans la recherche de manière globale. Et là, le doctorant effectue, la recherche française repose beaucoup sur les doctorants qui effectuent un peu les travaux de recherche. Et donc, il faut prendre dans sa globalité aussi bien doctorants, superviseurs, les différents constituants de cet écosystème qui est effectivement un peu complexe pour nous. Mais aussi, imaginez les doctorants internationaux qui viennent s'inscrire. Donc leur accueil. Donc on a aussi voilà des projets notamment à l'université de Lille pour essayer d'améliorer un petit peu cet accueil-là, qui est loin d'être satisfaisant, parce qu'il y a encore des choses, des trous dans la raquette. Il y a aussi des doctorants qui arrivent, et notamment les doctorants peuvent arriver à n'importe quel moment de l'année. Ils peuvent arriver en octobre, en décembre, en janvier, février, mars. Il y a encore des doctorants. Donc, effectivement, donc l'accueil, il est à repenser. Et j'allais dire, l'accueil doit être pensé bien avant l'arrivée du doctorant international. Alors, dans certaines ED, la population de doctorants internationaux dépasse les 45-50%. Donc là, c'est quelque chose de très important.
Ok, bah écoutez, très bien. Je pense que là, on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais aborder. Ouais, on peut conclure quand même en donnant de nouveau peut-être ce qu'il faut avoir en tête avant de démarrer un doctorat. Donc, notamment, on a le pourquoi, qui est un peu le leitmotiv enfin, pourquoi on est là, pourquoi on fait cette expérience. C'est super important. Je pense que d'ailleurs, je vais consacrer le prochain épisode à cette question de pourquoi et pourquoi pas faire une thèse. Il y a aussi la question du superviseur. Est-ce que le superviseur, il va réussir à matcher avec nous ou pas? Est-ce qu'on a des profils qui correspondent? C'est important de se poser la question, mais ça, on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents, mais on le rappelle encore une fois tellement c'est important. On a vu qu'il y avait aussi le financement. Donc, avoir un financement, ça aide. On voit statistiquement que ça aide pour réussir sa thèse, mais on voit aussi également pas que le témoignage de Samantha que plus que la statistique, enfin ça a vraiment, ça donne vraiment un contexte avec le contrat et ça nous motive encore plus à aller jusqu'au bout. Il y a un point qu'a évoqué Robin qui est très important, c'est vraiment connaître l'équipe d'accueil avant de s'engager dans la thèse. Alors c'est plutôt je me permets un conseil, c'est que parce qu'en général quand on décide de faire une thèse, donc on y a pensé pendant le master. Donc pendant le master, il y a un stage à effectuer, et ce stage à effectuer, si je peux, enfin pour les étudiants de master qui nous écoutent peut-être, c'est si je peux l'effectuer dans l'équipe dans laquelle je veux faire une thèse, c'est très bien parce que ça fait une période un peu assez courte, donc c'est 6 mois et donc ça permet vraiment de connaître l'équipe d'accueil, de connaître les pratiques, de connaître le directeur ou le futur directeur de thèse. Donc c'est une bonne porte d'entrée d'essai, j'allais dire dans les deux sens. Aussi bien le directeur de thèse, il va tester un peu la motivation et puis le travail du futur doctorant, et puis le master verra un peu s'il peut se marier pendant 3 ans, voire plus, parce que c'est une relation relativement professionnelle, mais bon, on connaît quelqu'un on l'accompagne pendant 3 ans ou 4 ans, c'est quand même c'est quelque chose qui s'installe et qui doit être à la fois sur le relationnel, un très bon relationnel, mais aussi une certaine exigence, parce que c'est pas qu'être amical avec un doctorant, il faut aussi faire ressortir de ce doctorant le meilleur, enfin le pousser vraiment pour qu'il soit pour qu'il puisse réussir un peu son projet professionnel et sa thèse, bien sûr. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et pour aller même un petit peu plus loin, je pense que c'est fondamental de communiquer aussi, de ne surtout pas s'isoler dès qu'il y a des problèmes ou s'il y a des questions. Il faut vraiment ne pas avoir peur de poser ces questions, de se renseigner, mais de surtout rentrer en contact d'une part avec les membres du laboratoire, mais aussi avec des gens qui ont fait le parcours dans d'autres disciplines, dans d'autres centres, dans d'autres universités, et vraiment comparer les expériences. Je sais qu'en Belgique, ce qu'il y avait beaucoup, c'était des espèces de meet-up pour les doctorants au sein de l'université de disciplines différentes. Et donc, ça permettait notamment de pouvoir décharger des tensions, de pouvoir aussi se renseigner sur les plans administratifs, et donc de vraiment créer une sorte de soutien social qui était très bénéfique dans ce parcours de thèse. Donc, vraiment communiquer et ne pas s'isoler. Voilà. Ok, très bien. C'est sur ces belles paroles de Robin que nous allons conclure l'épisode. Merci d'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.